de Balekelaï, qui a plus de la politique politicienne, du prophétisme, un peu de discussion de salon, que... Sans fait observable. Voilà. Sans vraiment des éléments, des faits, comme on le dit nous dans notre métier de journalisme, il n'y a pas de faits qui attestent qu'il y a volonté manifeste, soit de changer la Constitution, soit de modifier les mandats, soit l'article 220, etc. S'il vous plaît, 30 secondes. Oui. Ce que vous avez dit m'a encore inspiré. Si les faits sont sacrés en journalisme, oui, ils sont aussi sacrés en droit. Oui. À telle enseigne que l'article 4 du Code pénal parle de tentatives punissables. Il y a tentatives punissables lorsque le début de l'infraction a été constaté dans le chef d'un individu, mais cette infraction n'a pas été commise du fait d'une cause étrangère de l'individu. Donc, du moment qu'on n'a rien constaté dans les faits par rapport à la révision constitutionnelle, il n'y a pas de fait. Alors, oui, je voudrais d'abord dire ceci. Moi, je ne voudrais pas, je suis en train de vouloir bâillonner les catholiques en moi, qui a envie quand même de ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses entendues. Hein, de ces évêques. Non, sur le plateau, bien entendu. Oui. D'abord, on reconnaît que les évêques, ce sont des citoyens. Et de ce point de vue-là, on ne leur dénie pas le droit de s'exprimer. Donc, par conséquent, s'ils votent, c'est qu'ils ont des opinions. Oui. Politiques. Ils ont des opinions politiques. Alors, maintenant, la question qui se pose, est-ce que la SENCO, est-ce un parti politique, c'est-à-dire un rassemblement des gens qui ont des opinions politiques? Je ne pourrais pas l'affirmer, parce qu'au sein de la SENCO, il y a des avis divergents. Prenons par exemple le président de la SENCO, Monseigneur Djomo. Oui. Je pense qu'il ne partage pas forcément le même point de vue que le cardinal Monsengo. Je le dis en connaissance des causes. Alors, est-ce que tous ces cardinaux, tous ces évêques, c'est des enfants des cœurs qui ont été manipulés par quelqu'un? Je ne pense pas. Ils ont les niveaux supérieurs pour pouvoir donner leur opinion s'ils veulent ou non. Donc, alors, qu'est-ce que moi je retire de tout ça? En même temps qu'il est évoqué, comment dire, une certaine tendance à anticiper sur quelque chose qui n'est pas, mais en même temps, je trouve que au sein de la majorité, il y a eu la mauvaise réaction, c'est-à-dire qui, comme on dit, qui se gratte à la gale ou quelque chose comme ça, qui se mouche. C'est comme si, effectivement, ces propos... L'Église a gratté là où ça devait faire mal. Exactement. C'est comme si ces propos sont tombés là où il fallait. Et cela a suscité une réaction. Admettons que... Alors, vous aurez voulu que quoi? Que la majorité banalise, que même ne dise rien? Je pense bien qu'à ce niveau ici, les évêques, c'est comme des citoyens, comme tout autre citoyen, qui peuvent donner leurs opinions. Dans l'Église catholique, tout le monde n'est pas de l'opposition et tout le monde n'est pas non plus de la majorité. Ce n'est pas parce qu'un évêque a parlé que celui qui a ses convictions politiques, il va céder. Alors, moi je dis, maintenant, quelle est la réaction en face? La réaction en face risque de démontrer, de confirmer effectivement que le président Kabila veut changer les constitutions. Moi je trouve que la position du président Kabila de ne pas en parler jusque-là est une bonne position. Où est la question? Où est le problème? Je ne vois pas. Il n'y a pas du tout de problème. Le pays suit son cours normal. Nous ne sommes pas encore en 2016. Et moi, je pense que le président Kabila n'a pas intérêt non plus à réagir. À dramatiser. À réagir à ceux qui disent qu'il va ou non prolonger. Imaginez, pensez-vous que les adversaires du président Kabila, ils sont forcément dans l'opposition? Imaginez qu'aujourd'hui, le président Kabila dise... Je ne serai pas. Que je ne serai pas. Vous voyez un peu ce que ça va faire dans sa famille politique. Même dans la majorité. Vous voyez un peu ce que ça va faire dans sa famille politique. Mais qu'il le dise ou pas, il ne sera pas là. Ça n'est pas le problème. Automatique. Mais écoutez, hein, je ne pense pas que... Nous sommes en train de créer... Nous sommes en train de créer un problème factice. Oui. Pour l'instant, Kabila n'a pas besoin de dire que je vais ou non. Parce que pour l'instant, il y a un texte qui régit les pays. Alors, moi je dis, la position qu'il tient, c'est la bonne. Parce qu'une fois qu'il aura dit ceci ou cela, eh bien, on risque de rentrer dans une dérive. Alors, moi, je pense que du point de vue des communicants de la majorité,
ils auraient dû banaliser cette affaire, on passerait à autre chose. Les évêques ont des opinions comme tout autre citoyen. Et ils font souvent des réunions. Et j'allais dire que tous les croyants catholiques ne sont pas forcément ni de l'opposition, ni de la majorité. Donc, et ils ne s'appliquent pas comme de la Bible, c'est ce que dit la Bible. J'allais dire, c'est dangereux quand nous parlons des évêques comme des simples citoyens. Non. Mais pourquoi les évêques sont des citoyens, monsieur? Les évêques, oui, ils sont citoyens ils sont comme des tous citoyens. citoyens. Ils ont une voix. J'en arrive. Oui, ils ont une voix, citoyens comme vous et moi. Ce sont des compatriotes, mais ils ont la grande responsabilité que vous et moi, nous n'avons pas. Ils ont la gestion, n'est-ce pas, des hommes. Je vous dis une chose, c'est dangereux ce que nous sommes en train de dire ici. L'Église est partout. Je crois que les vrais partenaires même de la CENI, ou le vrai partenaire de l'État congolais serait l'Église avant tout, parce que l'Église est dans les coins et recoins. Ne réduisez pas l'Église au niveau de nos églises ici qu'on trouve, ils sont à Kinshasa, à Kasumbalé, ils ne sont pas là. Ils sont au Bas-Congo, à Bandung, ils ne sont pas là. Mais l'Église a la chance d'être partout. L'Église bénéficie, n'est-ce pas, des avantages coloniaux. Le colon a construit l'Église partout. Catholique. Mais je parle de l'Église catholique. Oui. Évidemment, quand je parle de l'Église, c'est l'Église catholique. Le reste, c'est du tralala. C'est du tralala, nous le savons. Nous le savons quand Monsengo s'est prononcé un bonjour pour dénoncer, n'est-ce pas, les irrégularités des élections. Personne ne s'est prononcé. Personne ne s'est prononcé. On n'a pas vu Denis Lessi. On n'a pas vu Mutombo. On n'a pas vu Mukuna. Mais on a eu affaire à ce que moi j'appelle le courage de l'Église, le courage du prêtre, ordonné par l'ordre du roi Melchisedec. Il reste prêtre à jamais. Il est différent de nous à un certain degré. Quand ils sont tirés d'une paroisse, à chaque fois ils sont en contact avec le peuple, les curés des paroisses. Les évêques, j'aimerais rectifier ces carottes, ils sont nommés par le Vatican. Oui, peut-être on peut parler en termes de préséance par rapport aux autres évêques, mais c'est Jean-Marie. Monsengo ne peut en aucun cas influencer les évêques. Un évêque, avant tout, il est teinté de la personnalité. Quelqu'un qui a de la personnalité, on ne l'influence pas. Comme vous, je ne pense pas qu'on peut vous influencer. Vous avez de la personnalité. Et si vous avez de la personnalité, à plus forte raison, un évêque qui est bidoc, qui est tridoc. J'en arrive maintenant pour terminer. Nous allons aux élections. Si l'Église prend position, juste pour éclairer, les gouvernements doivent faire attention. La majorité doit faire attention. On ne résiste pas devant l'Église. Tous ceux qui ont résisté devant l'Église, en commençant par les Belges, les colons belges, nous sommes en 59. C'est grâce à Maloula que le peuple va descendre dans la rue et nous aurons notre indépendance. Mobutu s'est entêté à l'Église en fermant la conférence nationale souveraine. Quand l'Église s'est levée, souvenez-vous du 16 février, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on ne peut pas s'entêter devant l'Église. Mais par contre, l'Église serait avant tout un partenaire de l'État. Tel que les choses aujourd'hui, c'est défini. Mais si votre partenaire constate qu'il y a un ça ne va pas, je vous ai dit au niveau de la symbolique, il y a un ça ne va pas. Je vous poserai la question. J'aimerais terminer. J'aimerais vous poser la question, M. Jean-Marie. Oui, allez-y. Un chef de l'État qui promet à son peuple qu'il est censé respecter, à sa classe politique, d'ici là, il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement continue à traîner les pas. Vous croyez mais ça a été réconcilié. L'Église n'a fait qu'emboîter les pas à John Kerry. L'Église n'a fait qu'emboîter les pas aux émissaires européens. L'Église constate. L'Église constate. Vous êtes juriste. C'est ça qui est dangereux. L'Église est partie parler des faits. Mais attention, vous êtes juriste, il y a ce qu'on appelle l'intentionnalité. Lorsque je constate que vous avez l'intention de nuire, vous avez l'intention de modifier la Constitution, où est le mal que j'arrive à dénoncer cette intentionnalité-là? Merci bien, mais l'intention doit être matérielle. Il y a intentionnalité. Il y a intentionnalité. Ça, c'est de la philosophie. Il y a intentionnalité. philosophie. Les gens veulent continuer à prendre des délais. Mais c'est ça. Mais la Constitution est claire. Qu'est-ce que l'Église a dit? L'Église est claire là-dessus. L'Église dit ceci. On ne doit pas toucher à la Constitution. On ne doit pas modifier. Pourquoi chaque fois à l'approche des élections, on doit modifier la Constitution? Pourquoi? On est encore très loin des infractions. Daniel, ça vous juste une question. Juste un petit conseil, ne jouez pas le relais des partis politiques. Je ne joue pas les relais. Merci je ne joue pas les relais. Mais je constate comme tout le monde. Je voudrais que les téléspectateurs n'aient pas l'impression que nous parlons des évêques comme de simples citoyens, comme le confrère l'a dit. Il faudrait que cela il faut que cela soit corrigé. Et nous sommes ici comme journalistes, et si nous acceptons que les princes de l'Église catholique ont le droit d'émettre leurs avis, autant nous aussi, en tant que Congolais, nous avons le droit d'émettre nos avis dans le respect
par rapport au rang qui est le leur. Alors, ceci ne peut pas nous empêcher de voir que dans la démarche dont il est question ici, la démarche sous examen, il y a eu une sorte de galvaudage sémantique et je crois qu'il y a un membre du gouvernement qui a parlé d'un glissement sémantique dans la mesure où on voit, d'abord on le sait, nous sommes tous passés par le moule catholique, il y a le document conciliaire Gaou du Metspès qui dit « Les joies et les peines, les angoisses et les tristesses des hommes de ces temps sont aussi celles de l'Église ». C'est ça même le fondement de la doctrine sociale de l'Église qui donne le pouvoir aux évêques de se prononcer sur des questions sociales dans la marche de la société. Ça, c'est connu. Mais maintenant, le problème, c'est que dans la façon de faire, on se réalise qu'il y a une sorte de parti pris. D'abord parce que la révision constitutionnelle n'a pas encore eu lieu. Une fois qu'on constate que la majorité a des velléités de toucher à l'article 120, nous allons concéder aux évêques de faire leurs recommandations, de critiquer sur leurs droits. Mais ici, nous voyons qu'on danse avant la musique, autant que l'opposition a dansé avant la musique, autant que John Kerry, que vous évoquez tout à l'heure, a dansé avant la musique, autant on voit les évêques se lancer sur la même pente. On s'est dit non, en ce moment-là, on cesse d'être au milieu du village. Il faut faire des recommandations qui mettent la classe politique ensemble au lieu de donner l'impression qu'on est pour tel ou tel. En plus de ça, le texte ici qui est rédigé par le secrétariat de la CENCO, les membres qui ont rédigé ce texte étaient aux concertations nationales. Les membres de la CENCO, vous l'avez dit, étaient reçus par le Premier ministre, pas plus tard, 10 jours avant. 10 jours avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps pour que d'un coup, on voit que le discours a changé? Donc ça, ce sont des questions. Je termine, JMK, en une phrase, je termine. J'ai dit que nous nous retrouvons là en face d'une réalité qui suscite encore davantage de questions. D'une part, nous voyons des compatriotes qui ont droit à la réflexion dire entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, qu'est-ce qu'il faut choisir? De l'autre côté, nous avons des évêques qui disent protégeons notre nation en refusant de réviser la Constitution. Entre les deux, qu'est-ce qu'il faut choisir? Un gros point d'interrogation qui ne convient pas. Merci beaucoup. Nous devons au niveau du langage. Quand on dit l'Église est au milieu du village, c'est faux. L'Église n'a jamais été au milieu du village. L'Église est à côté du peuple. L'Église a toujours été à côté, n'est-ce pas, des opprimés. À côté des opprimés. Est-ce que vous savez qu'il y a la majorité du peuple aussi qui est content de ce qui est fait pour elle, pour lui, aujourd'hui, ce peuple? Donc, les routes, les écoles, le salaire, donc c'est aussi le peuple. C'est bien bon. Voilà. Je prends quelques 15 secondes pour tout simplement faire comprendre aux uns aux autres qu'ici, comme je l'ai dit, nous décryptons une déclaration politique. Nous n'avons aucun problème avec les princes de mon église. Aucun. Et ce sont des citoyens comme nous, parce que j'ai toujours dit, ce pays nous appartient tous, nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. J'ai hérité cette phrase de quelqu'un autour de ce plateau. Merci beaucoup. C'est pour dire quoi? J'ai aimé ce que Daniel Safou a dit. Les évêques ont emboîté le pas à John Kerry. Ils ont emboîté les pas à l'opposition. De là à comprendre que l'Église devrait plutôt emboîter le pas au peuple. Vous avez évité, et j'ai compris, de répondre à la question de savoir c'est quoi le problème. Il n'y a pas de problème ici. Parce que la révision constitutionnelle, donc question, nous craignons la prolongation, n'a jamais existé. Or, nous craignons la prolongation les érudits que nous sommes, s'il vous plaît, nous craignons cette prolongation. Nous devons plutôt tabler sur les faits. Quand il n'y a pas de faits, il n'y a pas de débat. Quand on doit se mettre à débattre autour de l'irréel, on tombe dans l'irrationalité. Et c'est aussi l'intentionnalité. Merci bien. Alors, l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est l'irréel. Tu es philosophe, non? Merci. Tu es juriste. Merci beaucoup. John Ngomboa, est-ce que la RDC, en montrant les muscles les week-ends derniers, enfin le lundi passé, la RDC qui a, avec Matata Ampogno, civilisé, c'est moins qu'on puisse dire, la gouvernance, la Banque mondiale veut revenir. Ça a été, il y a même d'ailleurs un communiqué sur la place de la RDC dans la gouvernance troisième pays au monde, etc. Ces performances, pourquoi ça gêne les Congolais d'en parler?
Je ne sais pas quel Congolais est gêné, parce que, a priori... Si l'Église a préféré parler de l'article 220, au lieu de parler des faits, parce que je viens de citer, ce sont des faits. Mais en même temps, l'Église ne devrait pas être un chantre hein, aussi. Ils sont libres de se prononcer sur ce qu'ils considèrent comme... c'est-à-dire que tout ce qui est positif, on n'en parle pas. Comme ils ont quand même les avancées. Oui, leurs préoccupations. Oui. Mais cela...